Bienvenue sur notre chaîne Au cœur du Caucase, le podcast qui vous emmène là où les montagnes racontent leurs histoires. Aujourd'hui, on s'intéresse à un peuple dont le nom résonne de manière étonnamment familière, mais dont l'histoire reste souvent méconnue, les Alains. Un peuple qui a traversé l'Eurasie, du Caucase jusqu'aux confins de l'Europe occidentale. Absolument. Des cavaliers nomades, souvent associés aux Sarmates, leurs cousins, on pourrait dire, linguistiques et culturels, mais qui ont forgé une identité et une trajectoire historique bien distinctes. Oui. Et pour en parler, on a quelle source? J'imagine un mélange. Oui, c'est ça qui est passionnant. On a un mélange de découvertes archéologiques ici, dans leur foyer caucasien, et puis aussi des récits romains, arméniens, et bien sûr, les traces qu'ils ont laissées lors de leur migration spectaculaire en Europe. Notre objectif aujourd'hui, c'est donc de démêler un peu tout ça, comprendre d'où ils venaient, ce qui faisait leur réputation de guerriers redoutables, et surtout quelle empreinte durable ils ont laissée, à la fois dans le Caucase et bien plus loin. Tout à fait. Alors, accrochez-vous, on remonte le temps sur les traces des Alains. Commençons par le commencement, les origines. Quand on dit Alain, d'où est-ce qu'ils sortent, historiquement, archéologiquement? On les associe aux Sarmates, vous disiez, mais comment on fait la différence? Eh ben, c'est une question clé, effectivement. Archéologiquement, ils sont clairement liés aux cultures qu'on appelle sarmates tardives, celles qui fleurissent dans le Caucase du Nord vers les premiers siècles de notre ère. Voilà. D'accord. Des sites comme Zilginskoye ou les catacombes de Zamankoul, par exemple, révèlent des pratiques funéraires spécifiques. Des sépultures en catacombes, parfois collectives, souvent avec des éléments liés au cheval. Ça montre une évolution propre par rapport aux sarmates d'avant. Une sorte de continuité, mais avec une identité qui se dessine. C'est ça, une continuité mais avec des marqueurs culturels qui se précisent. Donc ça, c'est l'archéo. Et les textes anciens, qu'est-ce qu'ils racontent? Est-ce qu'ils les voient déjà comme un groupe à part? Oui, et c'est ça qui est intéressant. Des auteurs romains comme Pline l'Ancien ou le géographe Strabon, dès le 1er siècle, commencent à les mentionner spécifiquement. Strabon, par exemple, il parle de plaine sarmate, près du col stratégique du Darial, qui deviendra la porte des Alains, et il dit qu'elles sont habitées par des nomades qu'il distingue d'autres groupes sarmates connus comme les Ahors ou les Syraques. Ah oui, d'accord. Il les décrit comme des voisins, parfois alliés, parfois un peu turbulents, des royaumes du Caucase comme l'Ibérie, la Géorgie orientale, et l'Albanie, l'Azerbaïdjan actuel. Donc, même s'ils partagent une origine commune avec les Sarmates, les observateurs extérieurs commencent à les identifier comme une entité distincte. Et le nom lui-même, Alan, ça vient d'où? Alors là, il y a une dualité intéressante. Alan ou Alon, ça semble être ce qu'on appelle l'exonyme. Le nom donné par les autres. Exactement. Le nom que leur donnaient les autres peuples, les Romains, les Arméniens, plus tard les Européens, et qui est resté dans l'histoire, dans le folklore, quoi. Mais ça coexiste avec Iran, qui est l'endonyme, le nom que se donnent encore aujourd'hui les Ossètes, qui sont considérés comme leurs descendants directs dans le Caucase. D'accord. Parlons maintenant de ce qui a fait leur réputation. Les guerriers Alains. On les imagine toujours à cheval, c'est un peu le cliché. Qu'est-ce qui faisait leur force militaire? C'était juste de bons cavaliers? Leur maîtrise du cheval est fondamentale, c'est sûr. C'est un héritage très ancien dans la région. Ça remonte au moins à la culture cobane de l'âge du bronze, qui était déjà réputée pour son élevage de chevaux. Et cette compétence, elle était vitale pour leur mode de vie semi-nomade ou transhumant. Il fallait déplacer les troupeaux. Entre les montagnes l'été et les plaines l'hiver. Voilà, exactement. On retrouve d'ailleurs des échos de ça dans leurs grandes épopées orales, les nartes. Mais ce n'était pas juste l'équitation, c'était aussi l'équipement et la tactique. Justement, l'équipement. Qu'est-ce que l'archéologie nous dit sur leur panoplie? Elle confirme cette image de cavalier redoutable. On a retrouvé des éléments de bride assez sophistiqués. Et surtout, des découvertes comme les selles en bois rigide avec des arçons hauts. On en a trouvé à Schmitté, dans le Caucase par exemple. Des arçons hauts, ça change quoi? Ça change tout. Ça offre une stabilité bien meilleure au cavalier. Du coup, il peut combattre plus efficacement à cheval, notamment avec une lance. C'était une avancée technique majeure. Et les armes elles-mêmes, j'imagine que ce n'étaient pas juste des cavaliers légers avec des arcs. Non, loin de là. Il maniait de longues épées à double tranchant. D'ailleurs, une superbe épée typiquement alane a été trouvée jusqu'à Besra, au Portugal. Au Portugal, carrément, ça montre leur migration. Eh oui. On trouve aussi des palaches. C'est une sorte d'épée lourde, un peu entre l'épée droite et le sabre courbe. On en a découvert à Mokrellia Balka, par exemple. Et puis, l'historien arménien Movses Korenatsi les qualifie spécifiquement de lanciers. La lance était clé dans leur charge. Lance, épée et les arcs?
Oui, des puissants arcs composites, ça c'est l'héritage des steppes. Et surtout, des armures. Ils étaient réputés pour leur cotte de mailles. Et parfois même des armures pour leurs chevaux. C'était des cataphractaires. Cataphractaire. Le cavalier et le cheval protégés, donc. De la cavalerie lourde, quoi. Ça devait être quelque chose sur un champ de bataille de l'époque, hein. Extrêmement impressionnant, oui. À tel point que leur réputation militaire a précédé leur migration. Leur tactique de charge de cavalerie lourde a forcé les Romains, quand même la superpuissance militaire de l'époque, à revoir leur propre cavalerie. Ah oui, Déjà au IIe siècle, l'empereur Marc Aurèle avait recruté des milliers de cavaliers sarmates pour les envoyer en Bretagne. Mais au IVe siècle, ce sont les Alains qui deviennent la référence. L'empereur Gratien lui-même, on nous dit qu'il a adopté leur style vestimentaire et leur armement. C'est pas juste de l'admiration, ça. non, c'est une reconnaissance de leur supériorité tactique, en fait. C'est ça. Dans ce domaine précis, oui. On comprend mieux leur impact militaire. Est-ce que ça imprégnait toute leur société, cette culture guerrière? Oui, leur mode de vie semble avoir été fortement militarisé. Bien plus tard, au XVIIIe siècle, un observateur allemand notait encore chez les Ossètes, leurs descendants, que les jeunes devaient prouver leur valeur en participant à des raids. Et une source encore plus ancienne, le moine hongrois Julien au XIIIe siècle, rapporte une anecdote incroyable. Il aurait vu des Alains aller au champ pour moissonner, en armes, En armes? pour moissonner. Oui. Alors que ce soit littéral ou juste une façon de souligner leur état d'alerte constant, ça montre bien à quel point la figure du guerrier et la préparation au combat étaient centrales. Cette puissance militaire, ça explique sans doute en partie leur capacité à se lancer dans cette migration spectaculaire à travers l'Europe. C'est vraiment l'épisode le plus connu de leur histoire en Occident, ça. Comment ça s'est passé? C'est une véritable odyssée, oui, déclenchée par la pression d'un autre peuple nomade venu d'Asie, les Huns. Vers la fin du IVe siècle, cette pression pousse une partie importante des Alains à quitter leurs terres au nord du Caucase et de la mer Noire. Et le moment clé, c'est la traversée du Rhin. Oui, l'événement charnière, c'est la fameuse traversée du Rhin gelé pendant l'hiver glacial de 406-407. Ils ne sont pas seuls d'ailleurs, ils sont accompagnés d'autres peuples germaniques, notamment les Vandales et les Suèves. C'est une vague migratoire qui submerge les défenses de l'Empire romain d'Occident, qui était déjà pas mal affaibli. Ils déferlent donc sur la Gaule. C'est juste un passage rapide ou est-ce qu'ils laissent des traces? Ils traversent la Gaule, la France actuelle, pendant plusieurs années, et leur présence n'est pas du tout éphémère. On recense près de 300 noms de lieux en France qui pourraient témoigner de leur passage ou de leur installation, même temporaire. Ah oui, 300 noms. Comme quoi, par exemple? Des endroits comme Allainville, Allaine, Allaincourt, ça suggère quand même une implantation. Pendant cette période, leur relation avec Rome est ambiguë. Parfois, ils sont employés comme fédérés, C'est-à-dire des alliés sous contrat? c'est ça, des troupes alliées pour défendre l'Empire, contre d'autres menaces. Et puis parfois, ils agissent pour leur propre compte, ils pillent ou ils cherchent à se tailler des territoires. Et après la Gaule, l'aventure continue. Ils ne s'arrêtent pas là. Non, l'étape suivante, c'est la péninsule ibérique. En 409, toujours avec les Vandales et les Suèves, ils franchissent les Pyrénées. Les sources nous disent qu'ils se partagent les provinces un peu, par tirage au sort. Ah bon? Oui, et les Alains s'installent principalement en Lusitanie, ça couvre le Portugal actuel, et une partie de l'ouest de l'Espagne, et dans la province carthaginoise, le centre et le sud-est de l'Espagne. Et réussissent à y fonder un royaume qui tient la route. Ils y établissent bien un royaume, mais il sera de courte durée. Une dizaine d'années à peine, en fait. Les Wisigoths, un autre peuple germanique qui était déjà installé dans le sud-ouest de la Gaule et que les Romains utilisaient souvent pour mater les nouveaux arrivants, ils leur livrent bataille. Vers 418 ou peut-être 429 selon les sources, les Wisigoths écrasent les Alains d'Ibérie. Leur roi, Adax, est tué. C'est un coup d'arrêt brutal pour eux là-bas. Donc c'est la fin de l'aventure pour ces Alains d'Europe. Pas tout à fait. Une partie significative des survivants prend une décision assez audacieuse. Ils choisissent de fusionner avec les Vandales Hasdings, un autre groupe qui avait traversé le Rhin avec eux. Et sous la conduite du roi vandale Genséric, ils traversent ensemble le détroit de Gibraltar en 421 pour conquérir l'Afrique du Nord romaine. L'Afrique du Nord. Rien que ça. Eh oui. Et là, ils réussissent à fonder un royaume puissant, le royaume vandaléalin, qui va durer près d'un siècle. D'ailleurs, les rois vandales porteront le titre officiel de roi des Vandales et des Alains, c'est dire. Ah, c'est intéressant ça. Ce royaume ne disparaîtra qu'avec la reconquête byzantine menée par le général Bélisaire en 534. D'autres petits groupes alains sont restés dispersés en Gaule ou en Italie, servant comme soldats ou se fondant petit à petit dans les populations locales. C'est une histoire incroyable. Pendant que cette branche alaine vivait cette épopée méditerranéenne, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont restés dans le Caucase? Leur histoire s'arrête?
Ah ben non, bien au contraire. Et c'est là qu'on voit cette divergence de destin qui est fascinante. Ceux qui sont restés dans le Caucase ne disparaissent pas du tout, ils se consolident, ils forment un royaume médiéval puissant et influent, connu dans les sources byzantines, arabes, persanes, géorgiennes, sous le nom d'Alani. L'Alanie. Oui. Ce royaume atteint son apogée entre le Xe et le XIIe siècle. Son pouvoir reposait beaucoup sur le contrôle des passes stratégiques du Caucase central. Le fameux Darial, la porte des Alains. Exactement, notamment le Darial. Contrôler ces routes, c'était contrôler une bonne partie du commerce et des mouvements militaires entre le nord et le sud, quoi. Est-ce qu'on a une idée de l'organisation de ce royaume d'Alanie? Il y avait une capitale, des centres importants? Oui, l'archéologie nous a beaucoup appris là-dessus. Le site de Nijni Arkiz, dans la haute vallée du fleuve Kouban, est particulièrement impressionnant. On y trouve 3 grandes églises en pierre qui datent du Xe siècle. On les appelle les églises Zelenchuk. Du Xe siècle. Déjà. Oui, beaucoup pensent que ce site était un centre politique et religieux majeur. Peut-être la capitale, ou plus sûrement le siège de l'archevêché d'Alani qu'on trouve mentionné dans les listes byzantines. Il y avait d'autres sites fortifiés importants aussi, comme Verkhnidjulat sur le fleuve Terek, ou des sites plus anciens comme Silginskoye qui continuent d'être occupés. Donc ce n'était plus un royaume nomade, là. Non, non, c'était une société structurée, probablement de type féodal. Avec un roi, les chroniques géorgiennes mentionnent par exemple le roi Durgulel le Grand et sa visite fastueuse au roi Begrad IV de Géorgie au XIe siècle. Une aristocratie guerrière et une population d'agriculteurs, d'éleveurs. Et ce royaume, il interagissait avec les grandes puissances de l'époque. Byzance, les Khazars. Ah oui, tout à fait. L'Alani était un acteur clé dans le jeu complexe du Caucase médiéval. Ils entretenaient des relations intenses, parfois amicales, parfois hostiles, avec l'Empire byzantin, qui a joué un rôle dans leur christianisation, avec le Khaganat khazar aussi, leur grand voisin des steppes jusqu'à sa destruction au Xe siècle. Avec le royaume de Géorgie, les liens étaient particulièrement étroits. Alliances matrimoniales, guerres, et même avec la Russe de Kiev. On sait par exemple que des contingents anins ont participé à des expéditions militaires aux côtés des Russes sur les rives de la mer Caspienne. Ils étaient loin d'être isolés. Parlant justement de la culture et de la religion, vous avez mentionné la christianisation. C'était une conversion complète, uniforme? Alors ça, c'est un domaine où la complexité règne, on peut dire. Le christianisme a bien été introduit, principalement sous l'influence de Byzance et de la Géorgie. Il est devenu la religion officielle de l'élite et d'une partie de la population entre le Xe et le XIIe siècle. Les magnifiques églises, comme celle de Zelenchuk ou l'église de Santi, avec ses fresques byzantines, en sont la preuve. Il y avait un archevêché, donc une structure ecclésiastique? Exactement. Et puis, il y a ce témoin exceptionnel, la stèle de Zelenchuk. C'est une inscription funéraire du Xe ou XIe siècle, écrite en langue alane, mais avec l'alphabet grec. En langue alane, c'est rare ça. Très très rare. C'est l'un de nos très rares accès directs à la langue qu'il parlait à cette époque. Mais ce vernis chrétien, est-ce qu'il a vraiment effacé les croyances plus anciennes? On est dans le Caucase quand même. Non, et c'est là que ça devient particulièrement caucasien, on pourrait dire. Les anciennes croyances païennes, issues de leur héritage iranien nomade, sont restées extrêmement vivaces. Ce qu'on observe, c'est un phénomène de syncrétisme religieux, un mélange quoi. Un mélange. Oui, beaucoup de saints chrétiens, adoptés par les Alains, ont en fait été superposés à d'anciennes divinités païennes, celles qui présidaient à la chasse, à la fertilité, à la guerre. Et l'islam aussi, vous disiez. Oui, pour complexifier encore un peu, l'islam s'est aussi implanté, surtout après les invasions mongoles, notamment dans des centres comme Verkhnidjulat, où les archéologues ont trouvé des mosquées qui côtoyaient les ruines d'églises au XIVe siècle. C'est un sacré mélange, effectivement. Et au-delà de la religion, leur vie quotidienne, leurs traditions, vous avez mentionné l'épopée Nart? Oui, alors l'archéologie nous montre une culture matérielle assez riche. Une poterie spécifique, souvent faite au tour, avec des formes caractéristiques, un artisanat du métal développé, pour les armes bien sûr, mais aussi les bijoux, les parures vestimentaires. L'agriculture, millet, blé, orge, et l'élevage restaient la base de l'économie. Et socialement, une structure de clan? Oui, une structure clanique forte qui évolue vers une hiérarchie féodale avec différentes strates de noblesse. Les noms nous sont parvenus via la tradition ossète. Aldar, Badeliats. Les coutumes funéraires aussi, avec l'importance symbolique du cheval, c'est un trait marquant hérité de leurs ancêtres nomades. Et l'épopée Nartès, c'est quoi exactement?
Ah, l'épopée des Nartes. C'est un cycle de légendes héroïques et mythologiques absolument fondamental. Ils le partagent d'ailleurs avec des variations avec d'autres peuples voisins du Caucase, comme les Tcherkesses ou les Abkhazes. C'est une fenêtre inestimable sur leur vision du monde, leurs valeurs, avec des thèmes qui remontent peut-être à l'époque scythe, très très loin. Incroyable. Dans les sources, on trouve aussi une mention de chien Alain. C'est juste une anecdote ou ça raconte quelque chose? C'est un détail intéressant qui nous vient plutôt des sources liées à leur migration européenne, en fait. Il semble que les Alains aient amené avec eux, lors de leur périple vers l'Ibérie, de grands chiens, des molosses, puissants. Pour la guerre. Oui, utilisés à la fois pour la guerre, la garde des troupeaux et la chasse au gros gibier, comme les taureaux sauvages. Et le nom même de Alano, notamment l'Alano espagnol, a persisté en Espagne et en Italie pour désigner ce type de chien. C'est une autre trace, plus inattendue, de leur passage. Revenons sur ces traces en Europe. On a parlé des noms de lieux en France, comme Allain-de-Ville. Est-ce que le prénom Alain ou Alan, qui est si courant surtout en Bretagne, a un lien direct avec eux? C'est une hypothèse qui est très sérieusement envisagée par beaucoup d'historiens et de linguistes. Oui, la concentration de noms de lieux, les toponymes, liés aux Alains en France, mais aussi en Italie du Nord, en Suisse, en Espagne, au Portugal, ça suggère une présence significative, pas juste un raid rapide. Et pour le prénom Alain, Alam? Pour le prénom, qui est particulièrement populaire en Bretagne et dans l'ouest de la France, on sait que des contingents alains ont été stationnés en Armorique, la Bretagne antique, comme troupes fédérées pour l'Empire romain. Donc, il est tout à fait plausible que le nom de ce peuple soit devenu un nom personnel dans ces régions où ils se sont installés et mélangés à la population locale. C'est fou quand on y pense. Et maintenant, la connexion la plus romanesque, on va dire, le lien possible avec la légende du roi Arthur, ça paraît un peu tiré par les cheveux, non? Sur quoi ça repose cette théorie? C'est une théorie audacieuse, c'est vrai, mais fascinante. Elle a été explorée notamment par le grand spécialiste des mythologies comparées, Georges Dumézil. Elle repose sur des parallèles structurels vraiment troublants entre certains motifs centraux des légendes arthuriennes et des épisodes de l'épopée nartée au Seth. Des parallèles. C'est-à-dire, donnez-nous un exemple. Le plus célèbre, c'est celui qui concerne le héros narté nommé Batraz. Il possède une épée magique qui le rend quasi invincible, et surtout, à sa mort, il exige que son épée soit jetée dans la mer par un de ses compagnons, qui hésite, qui n'ose pas s'en défaire. Attendez, ça me rappelle quelque chose. Arthur et Excalibur. Exactement. La ressemblance avec le roi Arthur mourant et son épée Excalibur, qui doit être restituée à la Dame du Lac par Bédiver, qui hésite lui aussi. Elle est frappante. Il y a d'autres parallèles, comme l'importance d'une coupe magique aux propriétés merveilleuses, la Nartia-Monga chez les Nartes, qui peut évoquer le Graal. D'accord, et les parallèles mythologiques sont là, mais est-ce qu'il y a la moindre possibilité historique pour expliquer ce transfert de légende? C'est là que ça devient encore plus intriguant. On a mentionné tout à l'heure que l'empereur Marc Aurèle avait envoyé 5500 cavaliers sarmates, donc des parents très proches des Alains en Bretagne au IIe siècle. Or, il se trouve qu'un commandant militaire romain, un certain Lucius Artorius Castus, était en poste en Bretagne à peu près à la même époque. Artorius Arthur? C'est l'hypothèse. Certains chercheurs pensent que ce personnage historique a pu être l'une des inspirations lointaines du personnage légendaire d'Arthur, et que les récits de ses exploits se seraient mélangés aux traditions orales apportées par ces cavaliers venus des steppes et du Caucase. Même le nom Arthur a fait l'objet d'une hypothèse étymologique, le reliant à l'ossète-hellin Arthuron, qui signifierait « feu, fils du soleil ». Incroyable. Bien sûr, ça reste des hypothèses. Bien sûr, tout cela reste débattu et spéculatif, évidemment. Mais la coïncidence est pour le moins suggestive. Revenons au Caucase pour finir. Quelle a été l'influence des Alains sur les autres peuples de la région? Parce qu'ils n'étaient pas seuls dans ces montagnes. Non, loin de là. Et leur influence là-bas est profonde et durable. Bien plus qu'en Europe, où ils ont fini par être absorbés. D'abord, et c'est le plus évident, ils sont à l'origine directe du peuple Seth actuel, qui parle une langue iranienne issue de l'alain. C'est leur héritage le plus direct. Les Ossètes d'aujourd'hui sont les descendants des Alains. Oui, directement. Mais au-delà, ils ont interagi constamment avec tous leurs voisins pendant des siècles. Géorgiens, Arméniens, les peuples tcherkesses, Kabardes, Adyguéens, les peuples turciques, Balkars, Karachaïs, les peuples Nak, Tchétchènes, Ingouches. Ces interactions ont laissé des traces. Des traces concrètes, au-delà des guerres et des alliances politiques. Oui, des mariages princiers ont tissé des liens forts, comme celui de la princesse Alan Saténik avec un roi d'Arménie, un épisode raconté par les historiens arméniens. Et l'épopée Narth, partagée. Voilà, l'épopée Narth, qui est un patrimoine partagé, ça témoigne d'une longue cohabitation culturelle.
Même des termes comme tsarmat ou charmat, utilisés pour certains voisins pour désigner des étrangers ou des ancêtres, pourraient être un écho lointain des sarmates ou des alains. Donc parler de disparition des Alains, c'est vraiment une vision très partiale, très européo-centrée en fait. Exactement. Le terme disparition ne s'applique réellement qu'aux groupes alains qui ont migré en Europe occidentale et en Afrique du Nord. Ceux-là, oui, après la chute de leur royaume ou la fin de leur service militaire, se sont effectivement fondus dans les populations locales. Gallo-romains, ibéro-romains, visigoths, francs, vandales. Ils ont été assimilés, laissant derrière eux des noms de lieux, peut-être un prénom populaire, et des échos dans les légendes, comme on a vu. Mais dans le Caucase, leur histoire prend un tournant différent. Comment on explique leur retrait apparent après l'apogée du royaume d'Alanie? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, leur histoire dans le Caucase, ce n'est pas une disparition, mais une transformation dramatique, causée par des cataclysmes extérieurs. Le coup fatal, ça a été porté par les invasions mongoles au XIIIe siècle. Les Mongols ont mis des années à soumettre les places fortes alanes dans les montagnes, ce qui montre leur résistance farouche. Mais la destruction a été immense. Et après les Mongols, il y a eu Tamerlan. Oui, à la fin du XIVe siècle, les campagnes terriblement destructrices de Tamerlan, Timurlan, ont achevé de ravager les plaines et les centres urbains comme Verni-Djoulat. Ces invasions ont forcé les Alains survivants à abandonner les terres fertiles et les villes des Piémonts pour se réfugier exclusivement dans les hautes vallées montagneuses, plus difficiles d'accès. Un refuge, mais qui a dû aussi signifier un certain isolement. Oui, tout à fait. Ce repli dans les montagnes a entraîné une fragmentation politique. Ils n'ont plus de royaume unifié après ça. Ça a entraîné un certain isolement par rapport aux grands courants commerciaux et culturels, et sans doute une régression économique et démographique temporaire. Mais, et c'est le point crucial, ils ont survécu en tant que peuple distinct. Ils ont survécu. Ils ont conservé leur langue, qui a évolué en 2 dialectes aux 7 principaux. Ils ont conservé leur culture unique, ce mélange d'héritage iranien ancien, d'influences caucasiennes, de syncrétisme religieux. Ils ont conservé leur identité. Ils sont devenus les Ossètes d'aujourd'hui. Leur histoire au Caucase, c'est vraiment celle d'une résilience extraordinaire face à des destructions absolument apocalyptiques. C'est une histoire à deux visages finalement. Une branche qui s'éparpille et marque l'Europe de manière diffuse, avant de s'éteindre politiquement, et une autre qui s'accroche à ces montagnes et perdure envers et contre tout. C'est une excellente synthèse, oui. Leur parcours illustre parfaitement la complexité des mouvements de peuple à la fin de l'Antiquité et au début du Moyen Âge. Et ça montre aussi comment une culture peut laisser des empreintes très différentes selon les contextes. Des traces toponymiques et légendaires éparses en Occident, et une continuité vivante et directe dans son foyer d'origine. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette plongée dans l'histoire, Alan? Au-delà des faits, des dates, une idée forte. Mais peut-être justement cette idée de la fluidité et la résilience de l'identité. L'histoire des Alains nous montre qu'un peuple, ce n'est pas une entité figée, gravée dans le marbre. Son identité se négocie au contact des autres, elle voyage, elle s'adapte à de nouveaux environnements, elle survit parfois de manière inattendue. Elle peut se dissoudre dans un creuset, comme en Europe, ou se transformer pour perdurer, comme dans le Caucase. Une dernière pensée qui me vient en vous écoutant. Leur histoire nous rappelle peut-être aussi que les marges de l'histoire, ces peuples souvent en périphérie des grands empires, ont parfois des trajectoires et des influences bien plus vastes et durables qu'on ne l'imagine au premier abord. De quoi regarder les cartes historiques avec un œil neuf. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette exploration au cœur du Caucase.